D'ailleurs, ce sont des personnes riches et respectables que vous me nommez là, des personnes extrêmement religieuses. Par conséquent, c'est vous qui avez tort, vous qui vous insurgez contre la morale et contre la société. Ces conversations ridicules et surtout ces culottes, dont je ne parvenais pas à effacer dans mon esprit l'importune et trop humaine image, refroidirent considérablement mon zèle religieux, mes ardeurs de repenti. Le travail aussi m'agaça, il me donnait la nostalgie de mon métier. J'avais des désirs impatients de m'évader de cette prison, de retourner aux intimités des cabinets de toilette. Je soupirais après les armoires pleines de lingeries odorantes, les garde-robes où bouffent les taffetas, où craquent les satins et les velours si doux à manier, et les bains où sur les chairs blondes moussent les savons onctueux, et les histoires de l'office, et les aventures imprévues le soir dans l'escalier et dans les chambres. C'est curieux, vraiment. Quand je suis en place, ces choses-là me dégoûtent. Quand je suis sans place, elles me manquent. J'étais lasse aussi, lasse à l'excès, écœurée de ne manger depuis 8 jours que des confitures faites avec des groseilles tournées dont les bonnes sœurs avaient acheté un lot au marché de Levallois. Tout ce que les saintes femmes pouvaient arracher au tombereau d'ordures, c'était bon pour nous. Ce qui acheva de mériter, ce fut l'évidente, la persistante effronterie avec laquelle nous étions exploités. Leur truc était simple, et c'est à peine si elles le dissimulaient. Elles ne plaçaient que les filles incapables de leur être utiles. Celles dont elles pouvaient tirer un profit quelconque, elles les gardaient prisonnières, abusant de leur talent, de leur force, de leur naïveté. Comble de la charité chrétienne, elles avaient trouvé le moyen d'avoir des domestiques, des ouvrières, qui les payassent et qu'elles dépouillaient sans un remords, avec un inconcevable cynisme de leurs modestes ressources, de leurs toutes petites économies après avoir gagné sur leur travail. Et les frais couraient toujours. Je me plaignis d'abord faiblement, ensuite plus rudement, qu'elles ne m'eussent pas appelé une seule fois au parloir. Mais à toutes mes plaintes, elles répondaient les saintes nitouches. Un peu de patience, ma chère enfant. Nous pensons à vous, ma chère enfant, pour une place excellente. Nous cherchons pour vous une place exceptionnelle. Nous savons ce qui vous convient. Il ne s'en est pas encore présenté une seule, comme nous la voulons pour vous, comme vous la méritez. Les jours, les semaines s'écoulaient. Les places n'étaient jamais assez bonnes, assez exceptionnelles pour moi. Et les frais couraient toujours. Bien qu'il y eût une surveillante au dortoir, il s'y passait chaque nuit des choses à faire frémir. Dès que la surveillante avait terminé sa ronde et que tout semblait dormir, alors on voyait des ombres blanches se lever, glisser, entrer dans des lits sous les rideaux refermés. Et l'on entendait de petits bruits de baisers étouffés, de petits cris, de petits rires, de petits chuchotements. Elles ne se gênaient guère, les camarades. À la lueur trouble et tremblante de la lampe qui pendait du plafond au milieu du dortoir, bien des fois j'ai assisté à des scènes d'une indécence farouche et triste. Les bonnes sœurs, saintes femmes, fermaient les yeux pour ne rien voir, se bouchaient les oreilles pour ne rien entendre, ne voulant point de scandale chez elles, car elles eussent été obligées de renvoyer les coupables. Elle tolérait ces horreurs en feignant de les ignorer. Et les frais couraient toujours. Heureusement, au plus fort de mes ennuis, j'eus la joie de voir entrer dans l'établissement une petite amie, Clémence, que j'appelais Clé-Clé, et que j'avais connue dans une place rue de l'Université. Clé-Clé était charmante, toute blonde, toute rose et délurée, et d'une vivacité, d'une gaieté. Elle riait de tout, acceptait tout, se trouvait bien partout. Dévouée et fidèle, elle n'avait qu'un plaisir, rendre service. Vicieuse jusque dans les moelles, son vice n'avait rien de répugnant, à force d'être gaie, ingénue, naturelle. Elle portait le vice comme une plante des fleurs, comme un cerisier des cerises. Son bavardage de gentil oiseau me fit oublier quelques jours mes embêtements, endormit mes révoltes. Comme nos 2 lits étaient l'un près de l'autre, nous nous mîmes ensemble dès la seconde nuit.
Qu'est-ce que vous voulez? L'exemple, peut-être. Et peut-être aussi le besoin de satisfaire une curiosité qui me trottait par la tête depuis longtemps. C'était du reste la passion de Clé-Clé, depuis qu'elle avait été débauchée il y a plus de 4 ans par une de ses maîtresses, la femme d'un général. Une nuit que nous étions couchés ensemble, elle me raconta à voix basse avec des drôles de chuchotements qu'elle sortait de chez un magistrat à Versailles. Figure-toi qu'il n'y avait que des bêtes dans la turne, des chats, 3 perroquets, un singe, 2 chiens. Et il fallait soigner tout ça, rien n'était assez bon pour eux. Nous, tu penses, on nous collait de vieux rogatons, kiff-kiff à la boîte. Eux, c'étaient des restes de volaille, des crèmes, des gâteaux, de l'eau d'évian, ma chère. Oui, elles ne buvaient que de l'eau d'évian, les sales bêtes, à cause de la typhoïde dont il y avait une épidémie à Versailles. Cet hiver, madame eut le toupet d'enlever le poêle de ma chambre pour l'installer dans la pièce où couchaient le singe et le chat. Ainsi, tu crois? Je les détestais, surtout un des chiens, une horreur de vieux carlin qui était toujours fourré sous mes jupons, bien que je le bourrasse de coups de pied. L'autre matin, madame me surprit à le battre. Tu vois la scène. Elle me mit à la porte en 5 secs. Et si tu savais, ma chère, ce chien, dans un éclat de rire qu'elle étouffa sur ma poitrine entre mes seins, eh bien, ce chien, acheva-t-elle, il avait des passions comme un homme. Non, cette Clé-Clé, ce qu'elle était rigolote et gentille. On ne se doute pas de tous les embêtements dont sont poursuivis les domestiques, ni de l'exploitation acharnée, éternelle qui pèse sur eux. Tantôt les maîtres, tantôt les placiers, tantôt les institutions charitables, sans compter les camarades, car il y en a de rudement salauds. Et personne ne s'intéresse à personne. Chacun vit, s'engraisse, s'amuse de la misère d'un plus pauvre que soi. Les scènes changent, les décors se transforment. Vous traversez des milieux sociaux différents et ennemis, et les passions restent les mêmes appétits demeurent. Dans l'appartement étriqué du bourgeois, ainsi que dans le fastueux hôtel du banquier, vous retrouverez des saletés pareilles, et vous vous heurtez à de l'inexorable. En fin de compte, pour une fille comme je suis, le résultat est qu'elle soit vaincue d'avance, ou qu'elle aille et quoi qu'elle fasse. Les pauvres sont l'engrais humain où poussent les moissons de vie, les moissons de joie que récoltent les riches, et dont ils mésusent si cruellement contre nous. On prétend qu'il n'y a plus d'esclavage. Ah, voilà une bonne blague, par exemple. Et les domestiques, que sont-ils donc, eux, sinon des esclaves? Esclaves de fait,